Même chose chez New Balance, j'ai raté ma vie. Peut-être pas, si t'as pas de problème, c'est très bien. Live découverte aujourd'hui. Découverte, donc le principe de ce live, c'est que chaque semaine je traîne sur internet et je vois plein de trucs qui méritent d'être discutés. Donc voilà, je les note au fur et à mesure de ma semaine et je me dis on en parlera en live. Et donc voilà, vous avez le programme dans la description. Si vous voyez des trucs dans la semaine que vous voulez discuter en direct en dimanche, notez-le dans la semaine, envoyez-moi un message sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Moi j'y regarde et on peut aborder le sujet en live le dimanche, on peut le détailler en live le dimanche. Donc c'est comme ça que ça marche. J'ai du retard dans les réponses de messages, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, je ne les ai pas regardés sur les derniers jours, mais je vous réponds toujours, mais très tardivement. Je commence, premier sujet du jour. Premier sujet, j'ai dit journalisme moderne. Tout n'est qu'une copie d'une copie, ce que j'ai écrit dans la description si vous l'avez lu. Et donc la semaine dernière, je disais, on avait fait un live sur VizVeg, on avait lu des articles pour ceux qui n'étaient pas là, live d'ailleurs que je vais rediffuser en quasi-intégralité, parce que j'ai trouvé le live pas trop mal honnêtement, donc je vais le mettre, je vais juste couper les moments chiants et je vais le poser en intégralité ou presque dans les jours qui viennent. Et on avait lu les articles, on en avait vu plusieurs. Et donc il y en a eu un autre qui est paru le lendemain de notre live, qui est celui-ci, donc Marseille, le podologue de l'Olympique de Marseille, lance une chaussure révolutionnaire, donc encore un peu dans le même esprit que ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et donc ça m'a fait marrer parce que, évidemment, j'ai lu l'article comme d'habitude, et je vous ai gardé je vous ai déjà présélectionné le point qui est marrant là-dedans. Équipé de capteurs, elle a exécuté tous les gestes du football pour calibrer exactement la chaussure à son pied, déterminer le wedge qui lui convenait le mieux. Pour Caroline Pizzala, ces chaussures sont un remède miracle, les douleurs je les ai plus, blablabla. Elle devait passer des soins après chaque séance d'entraînement, kiné et ostéopathe pour des problèmes de sciatique, jouer sous infiltration, ce n'était pas une solution, explique-t-elle. Et je me suis dit en lisant ça, mais putain, j'ai déjà vu cette phrase quelque part, quoi. Et donc j'ai repris les autres articles qu'on avait lus la première fois, Libération notamment, qui était l'article qui était paru genre 3 jours avant. Qu'est-ce qu'on a écrit ? Équipée de capteurs, elle exécute tous les gestes du football enregistrés afin de calibrer exactement la chaussure à son pied et déterminer quel wedge lui convient le mieux. C'est la même chose. C'est exactement un copier-coller. Mot pour mot, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est pareil. Tu l'as donc sur Libération, tu l'as sur France 3, et tu l'as aussi sur CNews qu'on avait vu l'autre fois aussi. Enfin, t'as toujours les mêmes éléments de langage, quoi. Équipé de capteurs, c'est exactement les mêmes. Et la petite histoire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, tout est copié, de copier, de copier. Là, en l'occurrence, c'est un communiqué, je pense, qui a été transmis à l'AFP, qui est l'agence France Presse, qui fait tous les trucs un peu classiques, quoi. Et donc après, t'as toutes les rédactions qui récupèrent ce communiqué, voilà, c'est ça, copier-coller de l'AFP, et donc tous les copie-collent, les posent, changent à peine de mots. Et hop là, on balance des articles, on sait même pas de quoi on parle, donc voilà, et malheureusement c'est pratique, en course à pied c'est casse-couille quoi, parce que c'est des articles un peu publicitaires, et toi tu cherches des infos, en fait tu trouves tout des copier-coller, qui sont déjà écrits à la base quasiment par la marque, donc c'est pas super, c'est toujours un peu orienté quoi, et donc l'info est pas reprise du tout, et donc quand tu cherches de l'info sérieuse, tu peux pas te fier à ces sites là quoi, donc c'est un petit peu le truc casse-couille, moi ça m'énerve profondément, ce genre de pratique. Et quand t'es au courant, ça va, moi je sais ce que c'est, mais t'as plein de gens qui connaissent pas ces choses-là, quoi. Ils lisent les trucs, et ils se disent waouh, c'est incroyable, c'est révolutionnaire, tout ce que tu veux, parce que c'est des sites sérieux, quoi. C'est France 3, c'est l'Obs, c'est Le Monde, c'est tout ce que tu veux, et tu crois que c'est sérieux, et tu vois pas les trucs aux côtés, quoi. Et tu prends ça, et tu gobes ça sans réfléchir, voilà. Et ça me désole un petit peu, et c'est que la majorité des gens, malheureusement, ne voient pas ça et ne comprennent pas comment ça fonctionne, quoi. J'ai horreur de ces pratiques-là, elles sont pas assez, je pense, expliquées, et on comprend pas forcément, quoi. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule que je voulais rajouter par rapport à la semaine dernière, et ça, c'est absolument partout. Je passe très rapidement sur les sujets, parce que on fait un format sur 1 heure, j'ai dit, donc on reste, 5-10 minutes par sujet, pas plus. Je reste globalement en surface. VKTRI, c'est rigolo, on va regarder sur YouTube, c'est marrant honnêtement. Mais je sais que quelqu'un m'en a parlé sur Instagram, même plusieurs fois d'ailleurs. Et je voulais justement faire un petit retour, c'est les semelles en carbone.
Run faster, jump higher, train smarter, donc super semelle et tout, mais c'est du carbone quoi. C'est une vraie plaque carbone bien dure, et ils nous vendent le truc donc plus 9,3% plus explosif, tu gagnes 4 cm de hauteur de saut verticale, tu cours 0,12 secondes plus vite, donc ça envoie du lourd quoi. Et c'est fait bien sûr en partenariat avec les grosses ligues sportives américaines, la NCAA, tout ce que tu veux, tout ça, voilà, t'as tous les clubs pro qui soi-disant travaillent avec eux. Et il y a des annonces de dingue quoi, il y a vraiment des annonces de dingue au niveau des données quoi. Et même là, tu vois, 41% de blessures de pieds et d'orteils en moins. C'est dingue, ça paraît dingue. Grosses annonces et tout, et c'est stylé quoi. Et ce truc-là, il faudrait l'étudier. Moi, j'en ai pas. Et voilà, il y a toujours aucune référence, comme tu me dis, Mathias. On n'a jamais les références. On sait pas d'où ça vient. Ça coûte. Combien ça coûte d'ailleurs? Ça coûte 200$. Donc, si vous voulez me financer, envoyez les dons pour que j'en achète une et que je vous dise ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'en achèterai pas de moi-même. Honnêtement, j'ai pas les 200$ à mettre là-dedans. On choisit par sport aussi. Donc, en running, tac. Et on choisit son poids. Je dois faire 135 livres, 137. C'est par poids, donc ça doit y avoir des duretés différentes. Vu que c'est des plaques carbone, ils doivent mettre des duretés différentes. Si t'es plus gros, ils doivent te mettre des plaques plus dures, je pense. Je sais pas, il y a des témoignages. Les témoignages ont l'air bien, hein. C'est toujours des témoignages, donc ça vaut jamais grand chose, mais va trouver des gens déçus. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais est-ce qu'à 200$, tu es toujours déçu? Je pense pas. Quand tu mets 200$ dans un produit, généralement, t'as du mal à être super critique, quoi. T'as un peu envie de te rassurer, des fois, de dire je l'ai acheté, donc c'est bien. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est des effets psychologiques qui sont étudiés. Plus tu payes cher un truc, en gros, plus tu penses que ça fonctionne. Donc il y a des tests comme ça, il paraît, quand tu fais payer des consultations très chères en tant que médecin, ou que pseudo-médecin, entre guillemets, les gens vont plus y croire si c'est très cher que si c'est pas cher. Et il paraît que ces effets-là sont étudiés, honnêtement, il faudra que je creuse le sujet, mais il paraît que ça fonctionne. Théorie de l'engagement, ouais, je crois que c'est ça, Mathieu. C'est peut-être ça, ouais. Et la vidéo, ouais, c'est la vidéo qu'il faut regarder, en fait. C'est sur YouTube, je l'ai vu sur YouTube aussi. Et il voit que je quitte le site, il m'envoie une pub, tu vois, c'est bien foutu, le marketing est super bien fait. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une vidéo là où il plie la semelle, je pense que c'est celle-là que tu m'avais montré. 50 vues, putain, 56 vues. Je crois que c'est le fondateur, le mec à droite là, que vous voyez pas, il est dans le chat, mais... Et voilà, il la plie à fond, il la relâche, et le truc il vole à genre 2 mètres de haut, quoi. Et ouais, c'est une plaque carbone, et c'est super visuel, c'est super catchy, on va dire, t'es vachement attiré par ce truc-là, et est-ce que ça se traduit vraiment comme ça par rapport au sport en question, par rapport à la course à pied? Bah on n'est pas sûr, quoi. Et c'est un peu la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça donne dans une situation réelle? Parce qu'après, des chaussures, tu peux les plier dans tous les sens, les jeter en l'air, ces tests-là, je les ai... Enfin, tu peux les faire, même avec des chaussures classiques... Je le ferai en vidéo un jour, si vous voulez, je le ferai en vidéo. On prendra une chaussure, n'importe laquelle. Et on prendra une chaussure, n'importe laquelle, on la pliera et on la lâchera. Et vous verrez que vous aurez les mêmes effets de rebond. Ça vole pas à des kilomètres, mais on a quand même l'effet de rebond. Le scotch bar, putain. Et j'ai vu ces trucs-là qui sont faits des fois en télé pour présenter des produits nouveaux, des chaussures nouvelles. Certains le font et exagèrent le geste. C'est-à-dire, ils balancent la chaussure, si tu veux, à l'autre bout du plateau, quoi. C'est grotesque. Enfin, je l'ai vu, si j'en trouve, je les ressortirai parce que vraiment c'est grotesque, quoi. Et il faut les montrer parce que c'est drôle, quoi. Ouais, juste une plaque carbone, rien de plus, rien de moins. On peut faire la même chose avec les Vaporfly, sauf que c'est pas la config nominale de travail du produit. Ouais, c'est la question. C'est pas la situation réaliste, donc on sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Et jamais tu vas plier la semelle à 180 degrés, quoi. Tu vas la plier un tout petit peu avec les orteils, mais jamais entièrement, donc c'est pas crédible, quoi. C'est exagéré. Quand ta preuve sur course à pied c'est que tu vas 0,12 plus vite sur 36 mètres, ça laisse un peu sceptique. Je creuserai un peu le truc, c'est intéressant ces semelles, je creuserai peut-être plus à l'avenir, si je vois les trucs sympas, si je trouve des brevets, tout ça, je vous dirai, je chercherai un petit peu. Sujet suivant, Kylian Jornet sur 5000 mètres. Il y a quelques jours, voire quelques semaines, il avait publié sur Instagram une séance où il faisait donc 3 fois 5000 mètres, où il courait effectivement à 20 à l'heure, d'après sa montre en tout cas. Et après ça rentre dans des débats pas possibles.
que pour un randonneur c'est pas mal, que c'est pas impressionnant, et les mecs mais ils balancent de ces conneries là-dessus, moi ça me fait trop marrer quoi à chaque fois. Qu'est-ce qu'il vaudrait sur un 100 type Mio, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Ce mec est une bite quand on voit son palmarès que des victoires sur des courses de clocher quoi, donc voilà c'est toujours les critiques. C'est censé être exceptionnel, alors il fait 15-20 sur un 5 km. Ouais, donc voilà, 15-20 sur un 5 km pour un mec qui s'entraîne pas, oui c'est peut-être quand même pas trop mal quoi. Et donc il s'est engagé sur cette course de quartier quoi, la course de quartier, il y a, je sais pas, il y a 100 coureurs, 200 coureurs, je sais même pas, j'ai même pas vu tous les résultats. Sur la course du coin, le mec il arrive, il a dit ouais je voulais faire une petite course en bas de chez moi alors que c'est un peu une star mondiale quoi. Et donc 15 minutes 20 sur 5000, pas route mais voilà, c'est quand même assez impressionnant pour un mec qui fait pas de la route quoi. Ouais donc voilà, je trouvais ça assez impressionnant et je pense qu'il pourrait faire mieux honnêtement parce que quand tu le connais il se donne jamais vraiment à fond sur ces courses là quoi, il y va plus pour le fun et là il fait 15-20 mais en s'y mettant sérieusement tu peux enlever une minute je pense. Là il a même pas de concurrence donc franchement il fait ça pour déconner quoi, il a dû le faire à son rythme et je suis à peu près certain qu'il peut faire dans les 14 minutes sans souci sur 5000 et même sur marathon il peut faire 2h10 je pense sans trop de soucis s'il voulait mais il le fera jamais. Il le fera jamais parce que bah, c'est pas intéressant, la route c'est chiant, hein. La route c'est chiant, le trail c'est beaucoup plus fun quoi. Et donc voilà, surtout à ce niveau il s'amuse quoi. Donc il fait 15-20 en s'amusant, ouais c'est quand même quelque chose quoi. Ouais voilà, sans entraînement, comme quoi les trailers c'est peut-être pas autant des randonneurs que cela quoi. Et il y en a quand même qui savent courir quoi. Donc voilà, c'était le petit point actu du jour. La forme plutôt élargie, notamment au niveau du gros orteil, ce qui fait que tu as plus de place pour le pied, ton gros orteil se libère, et quand tu libères... Quand tu libères ton gros orteil, comme ça, tu gagnes un petit peu en stabilité, parce que tu élargis ta... Ouais, c'est bizarre. Imaginons que c'est un pied, gros orteil c'est mon pouce, quand tu es en train sur du long terme, gros orteil, il prend sa place, il s'élargit, et quand tu fais ça, bah, c'est comme si tu écartais la main. Tu deviens plus stable au final, donc tu gagnes un petit peu en liberté, un petit peu en stabilité, et quand tu cours plutôt en minimaliste, c'est important. Et je dis ça parce que donc en chaussures traditionnelles super pointues, super serrées, tu te retrouves avec les gros orteils qui penchent un peu vers l'intérieur, qui penchent un peu comme ça, qui serrent un petit peu vers l'intérieur, et après tu fais des oignons, comme on dit. Tu te retrouves avec des hallux valgus. Non, qu'est-ce que je dis Oui, je crois que c'est ça. Enfin, tu te trouves avec des déformations un petit peu des orteils, et moi je sais que les chaussures traditionnelles me comprimaient tellement les orteils que j'étais pas bien. Et ça me faisait des gênes à ce niveau-là, et qu'en prenant des Altra, tu libères et tu reprends ta liberté au niveau du gros orteil, et ça change la vie. Et franchement, ça change la vie. Moi, depuis que je cours avec ça, j'ai plus du tout mal nulle part. Rien que du fait que mon gros orteil se soit libéré, ça va tellement mieux que j'ai même plus d'ampoule, j'ai plus aucun souci avec, après au niveau des pieds quoi. Et je mets des chaussettes, comme dit Thierry, moi je mets des chaussettes, les Injinji là, les chaussettes à 5 doigts, en plus, t'as les deux à la fois, après t'es bien quoi. Mais même sans les chaussettes en fait je suis bien, mais c'est surtout les chaussures qui font une grosse différence quoi. Alors, la question que je me pose toujours c'est pourquoi c'est pas la norme quoi. Il faudrait que ce soit la norme ces formes de pieds parce que je vois pas spécialement d'intérêt à avoir des pieds aussi serrés. Faut prendre le problème à l'envers, c'est que je vois pas l'intérêt qu'on a à avoir des chaussures aussi pointues en course à pied. À part l'aspect esthétique, je vois pas comment on peut défendre ça quoi. Il y a soi-disant les aspects performance parce que quand tu serres les pieds, tu perds moins d'énergie parce que tout est rigide si tu veux. Donc il paraît qu'il y a des études là-dessus aussi, mais c'est pour la performance quoi, et pour le confort et le coureur lambda, on s'en branle un peu quoi, donc pourquoi ne pas faire des chaussures plus respectueuses on va dire de la forme du pied avec des côtés plus arrondis, plutôt que pointus quoi. Et en course à pied c'est une hérésie en fait qu'on n'ait pas ces trucs là comme norme, ça devrait être la norme en fait. L'exception ça devrait être les chaussures serrées, et la norme je pense que ça devrait être plutôt les chaussures type ultra avec des avant-pieds élargis quoi. Donc c'est un peu débile malheureusement, mais c'est comme ça. Et quand tu fais des chaussures larges, après c'est les coureurs qui n'en veulent pas, parce qu'ils disent « Ah ouais c'est moche, on dirait un clown, j'ai les chaussures qui sont trop larges. » Donc après c'est les gens qui râlent, donc c'est un problème qui est compliqué. Quand t'es une marque, tu veux pas faire des chaussures trop larges, parce que les gens ils vont pas l'acheter, parce qu'elle est pas belle. Et ça c'est un autre problème.
Donc voilà, après, pour faire de l'éducation, il faut expliquer aux gens pourquoi c'est intéressant, il faut leur faire essayer, donc c'est toute une logique après qui est complexe aussi, quoi. Sujet suivant, matière d'énergie Vaporfly, ce que j'ai vu cette semaine, donc c'est le principe du live découverte de la semaine. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai republiée vendredi, qui est le résumé du live de la semaine précédente, je parle un petit peu de matière. J'ai parlé un petit peu de matière de chaussures, j'ai parlé d'EVA, j'ai parlé de polyuréthane. Et j'avais quand on avait fait le live, j'avais un doute sur la matière des Nike Vaporfly. Je savais pas quelle était cette matière-là. Et ça fait longtemps que je cherchais et que j'ai pas trouvé. Je cherchais en vain sans trouver la bonne matière. Donc j'ai trouvé ça en fouillant dans les dernières pages de Google, en me promenant un petit peu partout. J'ai trouvé le nom du fournisseur qui s'appelle Zot Foams. Un fournisseur qui est anglais. Ça c'est le directeur par exemple des produits. Voilà, c'est ce qu'il raconte. Ça va aussi bien de l'aviation jusqu'aux produits de chaussures. Et donc il parle de leur partenariat avec Nike. Donc des matières Zoomix produit par Zotfoam, c'est ce qui est écrit ici, plus la plaque carbone. Et donc il y a une matière qui s'appelle le PVAX, tac, ça c'est la matière, qui est le nom de la matière qui est en fait dans les Vaporfly. Je vous avais parlé d'EVA, j'avais parlé de PU, de polyuréthane. Ça c'est la troisième grande famille qui est un peu plus nouvelle et beaucoup plus utilisée maintenant de plus en plus parce que c'est encore plus intéressant finalement que les polyuréthanes. Les propriétés sont globalement les mêmes, si vous voulez, que celles que j'ai décrites pour les polyuréthanes, qui sont le retour d'énergie, c'est écrit ici, le retour d'énergie, la résistance à la température. C'est des produits qui bougent pas, qui fassent moins 40 degrés ou qui fassent plus 40 degrés, ça bouge pas, ça va pas se durcir, ça va pas se ramollir. Et les EVA, qui sont les semelles classiques, généralement avec le froid, ils deviennent durs, et quand il fait chaud, ils deviennent tout mous, et ça devient du vrai chewing-gum, donc ça plaît pas à tout le monde. L'EVA, pour ça, il est un peu critiqué, parce que quand il fait très 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 chaud l'été, il devient extrêmement mou, et ça change beaucoup le ressenti de la chaussure. Et ces nouveaux matériaux qui sont les PBA, les polyuréthanes, ils bougent pas avec la température. C'est un des gros avantages qui est pas connu par rapport à ces matières-là, et qui existent. Donc le reste, c'est l'élasticité, l'isolation thermique, parce que c'est utilisé aussi dans le bâtiment, je crois, ou dans des trucs comme ça, et la résistance à la traction, enfin à l'abrasion, à plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur ces matériaux qui sont nouveaux, donc c'est pour ça qu'ils sont utilisés partout aujourd'hui, et qui sont donc dans les Nike Vaporfly, mais pas seulement. Après je suis allé chercher chez Arkema, qui fait aussi des Paybacks, parce que les Paybacks vous les retrouvez aussi dans d'autres marques. Voilà, ils ont fait une comparaison avec les TPU, ça c'est les polyuréthanes, et les Paybacks sont plus légers, à un produit équivalent, soi-disant. D'après le fournisseur, les Paybacks sont plus intéressants que les TPU. Là, ça c'est le PU, ça c'est le Boost Adidas par exemple, et ça c'est par exemple les Vaporfly. Ça vous donne une idée. C'est très grossier, mais ça vous donne un peu l'idée de ce qui est vendu, en tout cas, du point de vue des fabricants. Mais voilà, il faut que je creuse un peu plus, j'ai pas eu le temps de trop me pencher là-dessus pour l'instant, je vais continuer à creuser là-dessus. PVAX Powered, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Je vous le donne en mille. Technologie, on choisit son sport, on choisit le running. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Toutes les marques qui travaillent avec Arkema, qui est en fait PVAX Powered, qui est une marque. En gros, c'est la marque de semelle. Et tous travaillent avec le même fournisseur pour des produits un tout petit peu différents et pour des composants un petit peu différents. Donc on a Mizuno, on a ASICS, on a Kalenji. On a Nike donc pour les Vaporfly, on a On a Reebok, on a Under Armour, on a tout un tas de marques qui utilisent ces technologies-là, et donc après ils n'utilisent pas tous sous le même format. Au début je vous en ai parlé pour les semelles, pour les Vaporfly, ce qu'on appelle la matière Zoomix, qui est vraiment le moelleux, l'amorti de la semelle, mais le Payback ça sert aussi à faire des plaques en plastique dur. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on aura chez Kalenji, j'en suis pas sûr, il faudra que je demande. Et chez Mizuno, a priori, ou probablement, il y a un lien entre les plaques Wave, qui sont des plaques plastiques, qui seraient peut-être en Payback. Donc voilà, mais la semelle des Mizuno, c'est pas comme les Vaporfly, normalement, la semelle des Mizuno, c'est de l'EVA. Donc après, il y a des composés de matière, il y a plusieurs compositions, et ça devient très 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 complexe, et même là-dessus, des fois, les infos sont extrêmement dures à avoir, il faut les chercher très très loin et remonter à la source, donc c'est un petit peu complexe, mais je vais continuer à creuser sur les infos que j'ai pas
Si je trouve des trucs sympas, je vous dirai ce que je trouve. Étude de la semaine, donc on reste dans le domaine du trail, l'évolution des pieds sur un ultra. Podoxygène, vous voyez écrit en haut association de podologues, si vous voyez dans qui sommes-nous. Si vous ne connaissez pas, je précise, même pour ceux qui ne connaîtront pas, qui regarderont les rediffs et qui ne connaîtront pas, je précise. C'est une association de podologues, j'aurais pas grand chose à dire, je sais à peu près comment ils travaillent, c'est du très sérieux, ils font des études en podologie, ils se partagent un petit peu les bons plans, les bonnes idées, ils se font des formations, ils font aussi un petit peu de recherche concernant les chaussures, c'est pour ça qu'il y a un pôle chaussures, tout ça. Et eux-mêmes sont très sympas, je connais quelques-uns, j'ai pu discuter avec quelques-uns, ils sont très sympathiques. Et c'est des coureurs, donc généralement c'est aussi des passionnés qui savent de quoi ils parlent, donc je vous invite aussi à suivre un petit peu ce qu'ils font sur Facebook. Ils ont une page Facebook que je vous conseille, ils passent des infos de temps en temps, il y a des petits résumés d'études, des fois il y a des choses intéressantes là-dessus, donc n'hésitez pas, c'est une très bonne source d'information à la base. Et donc si j'en parle aujourd'hui, donc c'est parce qu'ils ont fait une étude, enfin un de leurs membres a fait une étude donc sur l'UTMB, c'est une étude qu'ils ont fait sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc sur 180 km. Ils ont mesuré donc l'évolution des pieds donc en fonction des kilomètres, principalement en fonction de la fatigue tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu largeur des avant-pieds, si vous voyez mon curseur qui bouge là-bas, tout simplement les pieds s'élargissent avec le kilométrage. Donc ici, ils ont fait un point vers le 80e kilomètre et ils ont constaté donc une augmentation de la largeur d'avant-pied d'environ 3%. Et donc la deuxième chose qu'ils ont mesuré, qu'ils ont regardé, c'est l'évolution de l'emplacement des pressions des pieds. Donc on se retrouve avec plus de poids sur le bout des orteils, pas sur le bout des orteils, mais si vous voulez sur l'avant du pied tout simplement. Donc plus de pression, comme c'est écrit, sous les avant-pieds. Donc là, ils me disent 14% d'augmentation par rapport au départ. Et donc, ce qui est l'aspect pratique par rapport à ça, le déplacement du centre de pression sur l'avant du pied, c'est susceptible d'accroître le risque de fracture de fatigue des métatarses. Donc, au niveau de l'avant du pied, c'est des choses qui arrivent. Et donc, leur idée, leur concept de recherche, un petit peu, c'était de se dire, est-ce qu'en mettant une semelle, à peu près, une semelle avec une barre rétro-capitale, comme ils disent, parce qu'une semelle, je vais vous montrer comment elle est. Donc est-ce qu'en mettant une semelle avec un espèce de support au milieu, comme vous voyez ici en version un peu plus colorée, est-ce qu'en mettant ce truc-là, on arrive à garder la personne relativement équilibrée et décharger un petit peu cet avant-pied qui serait un risque de fracture de fatigue au niveau des métatarses que font les podologues généralement, c'est est-ce qu'une semelle permet de déplacer un petit peu les pressions. Et il s'est avéré que ça fonctionne très bien. Vous regarderez le truc en détail si vous voulez, mais les résultats sont plutôt significatifs, on va dire. Ils l'ont testé à long terme, à court terme globalement. Et c'est assez intéressant et ça démontre globalement, si vous voulez, l'efficacité des semelles podologiques quand c'est bien conçu. Et quand c'est conçu dans un objectif précis, qui en l'occurrence là est de décharger l'avant du pied, ça fonctionne et c'est viable, on va dire, scientifiquement, ça fait ce qu'on veut qu'on fasse. Et ce qui est un point intéressant, parce que les semelles, souvent c'est discuté, on se dit les semelles de podologue, ça marche pas forcément, il n'y a pas énormément de preuves, on va dire, dessus, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont critiques par rapport à ça, et là c'est une preuve de plus que ça peut fonctionner dans certaines situations quand même assez bien, quoi. Et en pratique, donc, il conseille évidemment de ne pas avoir peur de prendre des chaussures un petit peu plus larges au niveau de l'avant du pied, parce que les pieds gonflent et s'élargissent globalement, et donc voilà, que ça évolue avec le temps. C'est le cas sur un ultra, mais ça sera le cas aussi, je pense, sur des situations type marathon, ça doit être le cas aussi, donc c'est toujours à garder à l'esprit en course à pied, c'est que ça évolue avec le temps, quoi. Après, la question des semelles, c'est que souvent c'est de l'essai, de l'erreur, quoi. Comme on dit, vu que c'est pas toujours 100% prouvé que ça va fonctionner sur toi, il faut que tu essaies la semelle, ça marche très bien, ça marche pas, et tant pis. Mais malheureusement, il faut considérer la part de risque qui est que la semelle, ça marche pas forcément 100% des cas par rapport à ce que tu veux, et qu'il y a tellement de facteurs aux alentours, qu'il se peut que la semelle, elle ait rien à voir avec tes problèmes aussi, quoi. Et donc c'est un peu les questions par rapport aux semelles. Je pense que j'en ferai un jour une vidéo plus détaillée sur ce qu'on dit sur les podologues et sur l'efficacité des semelles ou pas.
Il faudra que j'en fasse un truc un peu plus carré un jour, mais ouais, ça fonctionne, mais pas toujours non plus, donc il faut faire preuve de beaucoup de nuances et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Il y a donc un mois maintenant, il y a 30 jours ou 31 jours, j'avais mis une vidéo donc sur le marathon de Paris que vous avez vu, je pense, qui a fait 85 000 vues à l'heure actuelle. Et donc cette vidéo-là, évidemment, elle a été contestée pour un droit d'auteur de musique qui est très connu et que j'avais choisi parce qu'il me fallait cette musique-là pour faire une musique sympa, quoi. Et donc j'avais passé une bonne journée, je pense même plusieurs heures, à chercher sur le net la musique en question. J'avais cherché la musique en question, et les musiques, pour les mettre sur YouTube dans des vidéos, il faut que les musiques soient libres de droit. Parce qu'il y a les droits musicaux, tout ça, c'est connu, je pense que vous connaissez. Et donc moi j'ai un site qui est pas mal pour les musiques notamment classiques, qui est celui-ci, qui s'appelle Musopen, et tu tapes ce que tu veux et tu les retrouves. Et donc celles-ci, elles sont libres, c'est des enregistrements qui sont libres. Donc il y a des licences, et ça c'est des licences qu'on appelle public domain, donc c'est du domaine public, il n'y a pas de copyright dessus, tu fais ce que tu veux avec. Donc je télécharge cette musique, je la mets dans ma vidéo YouTube sur le marathon de Paris qui fait 85 000 vues, et je me retrouve avec une sanction entre guillemets de la part de YouTube, parce que UMG me dit c'est ma musique. Tes 2 premières minutes de vidéo là, c'est moi qui ai les droits dessus sur cette musique là. Et donc voilà, et c'est un peu le problème. Moi j'ai pris une musique qui me semblait gratuite, enfin libre, sur un site qui ne fait que des musiques libres, et de l'autre côté, j'ai YouTube qui me dit par son robot de détection que non, il y a bien un copyright qui est le copyright de UMG, quoi, de Universal, qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc résultat, tu fais une contestation que j'ai faite, ça dure 30 jours, et t'as 30 jours pour que le titulaire des droits d'auteur décide, parce que c'est lui qui décide à la fin si c'est lui qui prend l'argent de la monétisation, ou si il te laisse l'argent de la monétisation, quoi. Et bien sûr, c'est l'ayant droit, donc UMG, Universal, qui décide. Ils sont juges et parties. Ils te disent c'est ma musique, et donc c'est eux qui décident s'ils veulent continuer ou pas. Il n'y a pas d'intermédiaire, YouTube on a rien à branler, donc c'est un peu à l'ancienne, quoi. Et normalement la contestation, donc comme c'est écrit ici, elle expire aujourd'hui. Là ça fait 30 jours que j'attends, j'ai pas la réponse depuis 30 jours, et donc je sais pas ce que UMG va décider, je leur aurai la réponse je pense demain. Mais normalement je suis dans mon droit, donc ils doivent normalement me le rendre, mais en fait je crois que c'est pas le cas, parce que quand tu fouilles tu te fais avoir, parce que European Archive en fait, il faut retrouver ce qui est soi-disant le performeur, si vous voulez, de la musique, l'orchestre qui fait la musique et donc qui dit que cette musique elle est libre de droit. En fait c'est pas du tout un orchestre, c'est un organisme d'archivage. Et donc j'ai fouillé un petit peu sur le net, et cette organisation-là, elle n'existe plus, elle a fermé l'année dernière, je crois. Et en fait, ce serait une erreur de leur part, ils auraient archivé une musique qui est la musique de UMG, ils l'ont distribuée gratuitement sur ce site-là, mais par erreur, apparemment. Parce que j'ai regardé l'enregistrement de cette musique-là, et l'enregistrement que me donne UMG, qui est celui-ci, numéro 10, scène moderato du London Symphony Orchestra Anatole Fistulari. C'est soi-disant le performeur de cette musique-là. Et j'ai écouté les deux, et les deux musiques sont tellement proches que je suis incapable de déterminer si c'est les mêmes musiques qui n'ont pas le même nom et qui sont plantées dans l'archive, ou qu'il y a un truc. Mais en tout cas, il y a une histoire là-dessus qui est assez étrange, et donc il est impossible de savoir quel enregistrement c'est. Donc c'est super bizarre, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je suis bien emmerdé parce que je pensais être de bonne foi et avoir pris toutes mes précautions. Justement, je voulais absolument pas que celle-ci soit pas monétisée, parce que je savais que ça ferait des vues et que avec 80 € je peux acheter une webcam, quoi, c'est un peu le truc. Donc ça compte, quoi, ça compte sur cette vidéo-là, et je voulais pas donner de l'argent, donc je me suis dit t'emmerdes pas, prends vraiment des musiques libres, quoi. Et j'ai cherché les enregistrements de cette musique. Il y en a des dizaines et des dizaines, et tous sont un petit peu différents au niveau du rythme, si vous voulez, de la qualité sonore. Et celui que j'avais pris, c'était le seul. C'est le seul enregistrement libre que j'ai trouvé, et la qualité, elle est pourrie. Enfin, il y a un bruit de fond, il y a un grésillement en fond, donc j'ai dû la retraiter ensuite au montage pour que l'enregistrement soit pas trop dégueulasse sur la vidéo. Donc j'ai réduit le bruit, j'ai joué avec les equalizers, donc j'ai passé des heures dessus aussi là-dessus, pour que la musique elle soit clean à l'audio, quoi.
Et ce qui me fait plus chier, c'est même pas les 80 € que je vais perdre, ou les 100 € sur le long terme, c'est vraiment de donner les 100% de la monétisation à UMG qui fait 4 milliards pour 2 minutes de vidéo, alors qu'à côté de ça, il y a une autre musique, il y a tout un tas de créativité, et eux, ils prennent 100% des revenus, quoi. Tu ferais un système où tu donnerais 50%, à la limite, tu dis ok, tu fais moitié-moitié, tu dis que la moitié de la vidéo, elle est due grâce à la musique, et que la moitié, elle est due par rapport au montage, et ça paraît sympa, quoi. Mais là, les règles sont tellement abusives que c'est 100% pour le mec qui déclare le droit, même pour 2 secondes, quoi. Et enfin, c'est affreux, quoi. Et surtout quand t'essaies d'être de bonne foi, quoi. Donc c'est super frustrant comme truc, quoi. Et voilà, moi je pleure pour 80 € là-dessus, mais quand tu penses qu'il y a des mecs là-dessus, ils comptent pour des milliers d'euros, que c'est leur métier, qu'ils font des millions de vues, tu rigoles moins, quoi. Et surtout quand c'est pour des trucs abusifs, quoi. Donc le système est un peu débile pour l'instant, quoi. Donc on finit là-dessus. Donc Sage Canadé, qui a une chaîne qui s'appelle VO2 Max Production, vous voyez ici, VO2 Max Production. C'est pas mal, je passe la vidéo et je commente en même temps en fait. Donc il a sorti une vidéo, c'est sur la technique de course. Donc je traduis, donc il dit globalement qu'il faut pas trop se concentrer sur le fait d'attaquer sur l'avant du pied ou sur le talon, que c'est une misconception, donc c'est une incompréhension générale qui est de trop se focaliser là-dessus alors que c'est pas le plus important, ce que je rejoins totalement. Tip number 1. Don't worry too much about your foot strike being a forefoot strike. La pose de pied, c'est pas le plus important, lui aussi le dit. Focus on landing with et donc lui il conseille plutôt de poser donc le pied sous le centre de gravité, donc c'est ce que je dis aussi. Truc intéressant là-dedans, c'est que c'est pas un truc qu'il disait avant. Si vous reprenez ses vidéos sur sa chaîne il y a 1 an ou 2, il disait pas forcément ça, il était plus axé sur il faut attaquer plutôt médio ou plutôt sur l'avant-pied. Et donc il a un petit peu évolué, donc c'est pas mal. Au début j'aimais pas trop sa chaîne parce que je trouvais que c'était un peu trop à l'américaine et trop calibré, enfin trop réducteur. Et là je trouve qu'il s'est vachement amélioré en fait. Again, ses conseils sont bons. Like wheels analogy. I always look at it as being like a race car and having different gears, and when you're in those different gears, you're on different parts of your foot. Et il dit donc que ça évolue avec la vitesse. Plus tu vas vite, plus tu es sur l'avant généralement, et donc il y aura des petites variations. Donc c'est des conseils très classiques, mais qui sont nécessaires pour les gens qui connaîtraient pas ça. Donc ça c'est la fréquence de pas, c'est ce que je dis moi, ces conseils classiques, au-dessus de 165, c'est un conseil, après ça peut être discutable parce que on a vu que effectivement tu peux toujours courir à 160, moins de 165 comme Jim Wamsley et pas avoir de problème, donc c'est pas aussi automatique, ce qui est un peu le risque de ces vidéos conseils, c'est que les vidéos conseils c'est super mais c'est toujours limité quoi. Faut jamais oublier la part de nuance par rapport aux conseils, c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos quoi. Du coup là c'est bien mais après la question c'est est-ce que les gens qui regardent ça ils arrivent à comprendre que il faut prendre les conseils avec du recul quoi, c'est un peu la question. Et ouais donc ça c'est pas mal aussi, il dit que en gros courir vite aussi c'est des moyens d'améliorer sa technique, il n'y a pas que l'aspect technique, tu augmentes ta fréquence, tu poses sous le corps, tout ça, mais qu'il y a aussi l'aspect tout simplement de courir courir parfois plus vite, déjà ça suffit à progresser quoi, de faire des accélérations, de faire des entraînements de gamme, tout ça, ça aide beaucoup aussi quoi. Parce qu'il y a ce qu'on peut gérer nous-mêmes, mais aussi le simple fait de courir, tu progresses déjà en technique quoi. There are individual differences between runners and some differences will depend on genetics. C'est point important, il précise effectivement qu'il y a des différences individuelles selon les personnes, selon la génétique. Et ça, ce conseil-là, tu ne l'aurais pas vu chez lui il y a 1 an ou 2, il n'aurait pas parlé de ça, quoi. Il aurait dit courez comme moi parce que je suis un pro et que je cours vite et que c'est comme ça qu'il faut courir, quoi. Et c'est bien que ça change, même chez les Américains qui généralement sont très bruts et un peu bourrins dans les conseils, quoi. Tip number 4. Only makes very small adjustments to your running form very slowly over time. Et une petite faute de frappe, docteur. Et ça arrive, quand tu fais des vidéos, des fois tu vois pas ce que t'écris. Moi ça m'arrive beaucoup, hein. J'en fais plein des fautes de frappe si vous les voyez pas. Mais moi j'ai un délai sur mon logiciel de montage. Quand j'appuie sur une touche, si vous voulez, il y a 1 seconde ou 2 entre le moment où j'appuie et le moment où ça s'affiche à l'écran. Et vu que c'est sur des tout petits écrans, tu fais des fautes partout.
Donc si vous voyez plein de fautes dans mes vidéos, c'est normal, c'est lié au montage parce que c'est vraiment que j'ai un PC qui rame aussi, donc ça arrive aussi de faire ces fautes-là. It is usually best to just focus on one thing at a time for each run or day, instead of trying to remember 5 different things all at once. Et ça, c'est un très bon conseil. On le dit pas souvent, mais c'est un excellent conseil. Moi, c'est ce que je faisais au tout début, là, quand j'ai commencé à me plonger là-dedans. Psychologiquement, tu peux vraiment gérer qu'un seul truc à la fois, quoi. Donc, soit tu t'intéresses au fait de poser talon, médio ou sur l'avant, soit tu t'intéresses à ta fréquence, soit tu t'intéresses à ta façon dont tu vas amener le genou vers l'avant, soit tu t'intéresses à la façon dont tu vas solliciter tes fessiers pour pousser, mais voilà, c'est vraiment une seule chose à la fois, et donc à chaque séance, tu peux essayer un truc nouveau, quoi. Et donc pour l'histoire, moi j'ai fait ça pendant des semaines, voire des mois, voire des années, à faire que des séances quasiment de footing, à expérimenter un truc différent à chaque fois, et de voir ce que ça changeait, quoi. Et au fur et à mesure, tu arrives à en placer un, et après tu comprends comment intégrer 5-6 éléments à la fois, quoi. Mais c'est du très 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 long terme, et c'est une seule chose à la fois, parce que quand tu essayes de tout faire parfaitement, bah tu fais n'importe quoi, t'es crispé, et ça marche pas, quoi. Donc très bon conseil. Un dimanche prochain, 18h comme d'habitude. Si vous regardez la rediff, venez en direct pendant le live pour commenter. C'est important et c'est plus sympathique tout simplement que de regarder dans son coin comme ça. Si vous avez des questions, il faut les garder pour les dimanches, vous me les balancez les dimanches et on essaie d'y répondre les dimanches. Chaque semaine, on essaie des trucs un petit peu nouveaux et d'ici, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, on reprendra les premiers lives et on fera la comparaison entre ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire dans 3 ans, et ce qu'on faisait avant. Et vous pourrez dire dans le chat, j'étais là sur les premières, j'étais dans les premiers fidèles, alors qu'on sera des milliers, des millions et qu'on passera en direct dans la télé. C'est un peu le principe du live, ça évolue à chaque semaine.